La terre ici porte en elle le sort des siens. Là, il y a encore des grands châtaigniers, ceux qui sont là depuis mon père, mon grand-père et même encore ceux d'avant. Sous leurs branches, la terre tremble encore, et on entend le chuchotement du camisard prier, et puis les cris, le feu et le corps froid de ceux qui se sont soulevés. La terre ici porte en elle le sort des siens. Sous les pins replantés, la terre est chaude et sue le noir du charbon. Et l'on entend encore les bruits de la mine et du cri des mineurs en colère, à l'heure où tout a fermé et le silence d'après. La terre ici porte en elle le sort des siens. Il y a les failles des pentes raides des terrains, où l'on y plante les potagers infinis des paysans d'avant et d'aujourd'hui. Hop, on est bon. Détends, je t'en prends une autre avec. Avec le casque? Je mets le casque? Hop, attends, je vais mettre. Génial. René, on l'a rencontré dans sa maison à Sals, qu'il a construit avec les mêmes mains qu'il agite quand il parle. On voulait tout savoir sur sa vie, alors on a remonté le temps jusqu'au début. Avant la mine, dans le jardin, c'est là que tout commence. Ah oui. Ah oui, oui, là, je te dis, j'ai des salades à planter, je ne les plante pas, c'est pas la peine. Je pourrais pas les arroser, il n'y a plus d'eau. Ah ben, là-bas, quand j'étais à Trescol, j'en avais aussi. Oui, 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 j'avais trois failles que je faisais aussi. Je faisais le jardin là, je le faisais là-bas. Mais pour entretenir, hein, bon, en même temps, ça entretenait le terrain parce que bon, si tu le laisses inculte, les ronces se poussent, ils poussent tout. Alors donc, je faisais les jardins là-bas et je le faisais là. Moi, j'ai toujours été. Mon père a toujours fait le jardin et toujours fait le jardin aussi. J'aime bien. Je trouve qu'on s'aère, on est bien dans le jardin. Alors après, il ne faut pas s'y crever, il faut travailler 2-3 heures tous les jours. Mais il faut y être presque tous les jours à travailler, sinon, à l'entretenir, quoi. Sinon, si on ne l'entretient pas, c'est vite ça. L'herbe pousse vite. Mais... Mon père, il avait 2-3 jardins, il avait pareil. Il avait un jardin quand on descend à la rampe en bas, là, juste aux poubelles, là. Ça fait des barres au-dessous, là. Il avait un jardin là. Il en avait un là-haut, à la postolie, là-haut. Il avait celui-là, il en avait un là. Et puis là-bas, près du viaduc, là-bas. On a du terrain là-bas, et j'ai du terrain là-bas près du viaduc. Et là-bas, il plantait des pommes de terre, il plantait des oignons, des choses. Il compilait trois métiers en fait. C'était une bête, hein. Une force de la nature, c'était. Ça ne devait jamais s'arrêter. Et il avait 34 ans de mine. 34 ans au fond, hein, à arracher le charbon. René, il est le produit des logiques implacables. Il est devenu mineur comme son père était devenu mineur comme son père. Une histoire de bonne foi. Quand on grandit dans les chemins tracés qui mènent aux galeries, faire un métier qu'on aime, mais quand même, il y a la manière. C'est une histoire de terre aussi. Chamborigot, les Cévennes, mineurs Cévenol. Ici, les mines, elles sont pas creusées sous le plat pays. Elles s'engoncent sous les montagnes, sous la terre des générations.
sous le maquis tordu par les histoires. La catastrophe du Pontil qui m'a beaucoup touché, hein, chez les mineurs, parce que mon père était dans la mine quand la catastrophe est arrivée. Il venait de traverser l'endroit où il y avait un quart d'heure, 20 minutes, qui venait de traverser l'endroit où là, il y a eu la catastrophe. En plus de ça, bon, mon voisin est mort dans cette catastrophe. Et ironie du sort, ce jour-là, il avait manqué le car. Il s'est fait transporter par quelqu'un pour pouvoir rentrer travailler ce jour-là. C'était un poste de nuit. Et incroyable, quoi. Et son destin était tout tracé, quoi. Il manque le car, il ne conduisait pas. Il se fait transporter par quelqu'un pour aller prendre son poste. Et puis il y reste, quoi. Et ce jour-là, bon, j'ai vu arriver, hein. Mon père, d'habitude, il arrivait à 7h30, oui, 7h30 du matin. Ils arrivaient, bon, un car les transporter, hein. Ce jour-là, il n'arrivait pas, mais ça arrivait souvent qu'il il se prolongeait parce que, bon, il y avait eu des problèmes dans la mine, parce que c'était souvent que ça arrivait. Et donc, il arrive que vers 9h30 du matin, les secouristes leur ont dit non, partez à votre maison, on ne va plus vous voir, et partez, quoi. Ils ont aidé au début, puis il arrive en pleurs. Il nous dit voilà, il y a eu 9 morts, il y a eu un coup de dégagement instantané. Il y a eu 9 morts et j'ai failli y passer parce que, bon, un quart d'heure avant, j'y étais, là où ça pétait, quoi. Chamborigo, triste et désolé, a dit adieu à Lucien Marcel et à Arthur Tessier. La brume s'accrochait aux cimes des montagnes, il pleuvait sur le petit village de Chamborigo, où hier samedi, l'on inhumait 2 de ses fils. Sur la route nationale des mineurs, des ouvriers agricoles venus de la Vernarède, de Sessous, du Chambon, de Génolac, de Concoul, de tous les points de cette contrée sévenole, attendaient l'heure des obsèques, celle du jeune Marcel Lucien. Et sur la petite place face au café Sirvin, où demeurait l'une des victimes de la terrible catastrophe du puits du Pontil, une foule compacte, silencieuse, vécut des instants douloureux lorsqu'à 18h l'on sortit de la demeure maternelle le cercueil d'un homme aimé de tous, Lucien Marcel. À 16h20, la foule se rendit ensuite au quartier de la Ribérette où demeurait la deuxième victime qui chaque jour effectuait le trajet Chamborigo-Le Pontil. Pour trouver ce jeudi 12 décembre la plus affreuse des morts, la foule était aussi importante que précédente. Funérailles, mais il convient d'ajouter toutefois la présence dans ce cortège des jeunes enfants des écoles publiques que fréquentaient les fils de M. Arthur Tessier, âgé de 54 ans. Le deuil était conduit par Marie-Thérèse, 18 ans, Raymond, 14 ans et André, 13 ans, fille et fils de l'accidenté. J'ai entendu le souffle du mineur de charbon me parler de sa peine. La mine crachait le feu et partout fit jaillir le sang des sacrifiés. Et la vallée regrette les 9 braves et dignes que la mine a gâchés. Et on dit les entendre, crier qu'on lutte encore dans toutes les Cévennes. J'ai commencé au centre d'apprentissage de la Grand Combat en 1960 comme apprenti mineur. On n'avait pas l'âge de rentrer à la mine parce qu'on avait 14 ans à l'époque. Donc, en attendant d'avoir l'âge de rentrer, d'avoir 16 ans,
Il y avait un centre qui est au Pelouse, à la Grande Combe. Donc, on continuait l'école et en même temps, on faisait du travail pratique sur la mine. C'est difficile d'imaginer qu'avant il y avait autant de bruit, que les molettes tournaient, que dans la rue, les passants y étaient nombreux et les magasins aussi. On le sait nous car on nous a raconté le temps où la Grande Combe avait rendu les familles heureuses. On a compris que la solidarité du fond remontait par la terre et s'était installée dans chaque maison. Que la chaleur avait gagné le cœur des gens et qu'on s'invitait à dîner et qu'on prêtait aux voisins car le voisin, main noire, pain blanc, sang rouge, comme nous. Pourtant, on l'a vidée de ses gens. La Grande Combe. Elle est morte avec son histoire. On a abandonné la ville comme on abandonne un outil usé, les hommes comme les machines, quand il n'y a plus rien à creuser. René, ça fait 20 ans qu'il a sa Xara. Parfois, il va en Ardèche la journée parce qu'il adore l'Ardèche et qu'il aime conduire et voir les paysages défiler vite, comme si on remontait le temps. Alors, nous aussi, on a voyagé avec lui. Pas jusqu'en Ardèche, mais longtemps. Dans sa vie de gueule noire, dans ses Cévennes dessinées par la mine, avec sa Xara qui a 20 ans mais qui roule bien. Mais jamais allé ici, je crois. Tout ça, c'était les ateliers de la Pise qu'on appelait. C'était les ateliers de la mine, partout. Là, partout. Tous ces bâtiments comme moi, là, il y en avait de partout. Hein, ils les ont démolis, là, mais partout, tous ces bâtiments, c'était des bâtiments dans la mine. Et ça servait à quoi, des ateliers de la mine? Ben, les ateliers de réparation, tous ceux qui avaient à réparer, il y avait beaucoup de réparations à faire à la mine. Hein. Maintenant, ça s'est racheté, les gens, bon. Pour un ça, c'est pas mis à valeur. C'est des friches. Tu peux pas braver la capitale. Pour vous, ce sera 45 et ce sera dans la salle vidéo. On l'ouvrira 5 minutes avant. Hein. D'accord. Il y a toujours le film Dante. Le film et après on part dans la... Oh, je l'ai vu 10 fois peut-être. Et j'ai même travaillé dedans alors. Bon. Oui. À 16 ans, René il entrait au centre de formation. Aujourd'hui, c'est la mine témoin. On y rentre avec des casques qui nous font croire que nous aussi on est mineurs. Et René il y rentre et le guide lui explique à quoi servait le marteau-piqueur. Alors que René il n'est pas dans un musée mais dans son centre de formation. Et nous on se dit que ça doit lui faire drôle d'être dans le musée de sa vie. C'est rare. Alors on se met au fond pour pas déranger ceux qui écoutent le guide. Et nous on est contents parce que René, dans la première mine où il a piqué le charbon, il nous raconte comment c'était. Mais le premier jour, on ne la ramène pas quand on descend. J'ai jamais eu peur. Il faut dire, la cage descendait à 12 mètres secondes quand on descend. Et puis on était 50 dans la cage à descendre. Sur un câble gros comme ça, à peu près. Et le premier jour que je suis descendu, on est descendu à moins de 226. C'est-à-dire que bon, ça faisait à peu près 280 à 300 mètres en surface, donc moins de 126, ça faisait 500 mètres quoi, en gros. Et on était vite en bas. Hein. Alors après, bon, quand on arrive au fond du puits, après, pour arriver jusqu'à là où on travaillait au chantier, il y avait quand même à peu près presque 1 kilomètre, hein, entre 800 mètres et 1 kilomètre à peu près. Donc on marchait dans les rails, au milieu des wagons, des machines diesel. C'était les machines diesel qui tiraient. Parce qu'en bas, on appelait ça le tonnage, il y avait beaucoup de trafic, quoi, beaucoup de voies, beaucoup de trafic. Et puis après, à mesure qu'on avançait, les voies elles devenaient... Il n'y avait plus qu'une seule voie, quoi, et qui allait jusqu'à une trémie. Parce que là, quand on arrachait le charbon tombait sur un panzer qu'on appelait, c'était des bacs comme ça. Il y avait
une chaîne de chaque côté. Au milieu, il y avait des bouts de ferraille entre les deux chaînes et qui prenaient le charbon, quoi, qui emportaient le charbon sur des convoyeurs, après des convoyeurs à bande. Et ça allait jusqu'à une trémie et ça chargeait les berlines après, puis ça partait. Le charbon, ils mettent dans les wagonnets. Le couple des armes échangés. Ce groupe de démineurs avait des piges en bois, avec un numéro romain de gravé dessus. Quand même, monter la pige, un numéro correspond au groupe de démineurs. Je l'ai tenu pendant 30 ans alors. Ah ben mon Et là pauvre. où ça va changer, c'est que justement, vous avez Bravo. C'est même pas celui-là. Je sais même pas, madame, vous voulez le porter? Là, il peut y avoir Moi, j'en ai une toujours eu centaine peur de millions tout ça. On ne peut plus savoir ça. Donc à ce moment-là, c'est tout le groupe qui sera payé la même chose. En fait, en début de journée, vous avez un contremaître qui va poser ce qu'on appelle un métrage, qui va dire par exemple à ce groupe, il faut que vous avanciez d'1,50 m aujourd'hui. Prend les mesures en début de journée, il les reprend à la fin. Si vous avancez d'1,50 m, vous êtes payé 100%. Si vous avancez plus, vous avez des bonus. Si vous avancez moins, vous avez des malus. 32 ans de mine, 1200 € par mois. Voilà, Voilà. exactement. Ouais. Voilà, ça c'était l'hôpital des mineurs, ça. C'est blessé, tu vois, il est venu passer. Quelle honte de le laisser comme ça, je comprends pas pourquoi ils le démolissent pas. Ouais, je suis resté 2 mois et demi là. Pendu dans un lit. On dirait. Ils ont carrément fait des habitations là maintenant, mais à moi. Là, c'était les bureaux centraux là. Et ça chapeautait tout, la Grande Combe, Saint-Forin. Mais du quel comprend les abeilles? Ouais. Ah oui, oui. Pour quel genre de... Oh, ben, dès qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas, et on envahissait les bureaux. Les fermistes. Les envahissiez ou vous faisiez une manif devant? Non, on rentrait dans les bureaux. On occupait les bureaux. Maintenant, on pourrait peut-être pas le faire, mais à l'époque, on occupait les bureaux et... Ouais, ils n'appelaient pas la police. Non, ils nous laissaient tranquilles. Ils savaient que quand on arrivait, il fallait nous laisser tranquilles, de toute façon. Parce que ça rigolait pas, hein. Ben ça, tu vois, c'est des cycles. Un jour, la mine, elle a perdu patience. Elle a fait pleuvoir sur René 700 kilos de ses pierres. Il a passé 6 heures là, au fond, englouti entre le charbon et les hommes. 2 mois et demi à l'hôpital ensuite. 2 mois et demi et 6 heures à souffrir l'exploitation. René, il aimait son travail, mais quand même, il y a la manière. Toute sa vie, il s'est battu pour la manière. Les grèves, les manifs à Paris, les occupations, faire peur, inverser les rapports de force, car dans ces histoires, seule la lutte libère. Il y a eu la Drèche, la Grande Grève, 1 an à tenir l'occupation. Mais 85 a eu raison du fond de la mine. On a refermé les puits. René, à ce moment-là, il travaillait aux découvertes, les mines à ciel ouvert. Alors il s'est battu pour elles jusqu'à la fin. C'était, oui, quand on a licencié 3 personnes, dont le révoqué, oui. C'est-à-dire? Eh bien, dont le meneur de la Drèche. Je peux te faire voir si je vais la photo. Tu vois, je savais qu'ils amèneraient là. À la presse, voilà. Voilà. Donc tu peux nous expliquer cette histoire? Mais cette histoire, Francis et Fernet, ayant gagné la bataille de la Drèche, ils voulaient, la direction a toujours eu quelque chose en travers contre lui. Et un jour qu'on a fait un barrage pour les découvertes, c'est eu arrivé qu'on coupait la route, qu'on mettait un camion en travers pour faire voir qu'on était là et tout. Et ce jour-là, ça a dégénéré.
Et ils en ont profité pour licencier 3 personnes. 2 jeunes mineurs qui avaient été embauchés après la bataille de la Drèche, et Francis Dufernay qui était le meneur. Ok. Voilà. Ils ont été révoqués. Et on est arrivé à faire rentrer les 2 jeunes dans l'entreprise. Par contre, Francis Dufernay a été mis en retraite obligatoire. Là, c'est les découvertes. Je t'arrête à un endroit commode. Bon, tu veux filmer là? Voilà. Ah, c'est Mercurol. Ils voulaient mettre dans la découverte de Mercurol un sommeil pour exploiter le cerf des Andas, le cerf des Andas, c'est juste en face de porte. Et donc, on sait ce que c'est le sommeil. Chez nous, dans les mines, chaque fois qu'on a mis un sommeil, on a tout arrêté, quoi. Donc, pour pas qu'on mette un sommeil à Mercurol, donc on a essayé par tous les moyens, mais alors en plus on avait fait du décapage et on arrivait au charbon, et au moment où on arrivait au charbon, c'est là qu'ils voulaient mettre à Mercurol un sommeil, parce qu'ils se rendaient compte que de toute façon on allait exploiter encore, on pouvait exploiter encore un bon moment. Alors ce camion, il est descendu le 3 juin 1994. Ce camion a été substitué à un ouvrier là-haut alors qu'il transportait du remblai. Et quelqu'un a piqué le camion, s'en est emparé et elle a descendu sur Alès via la sous-préfecture. Ce camion a été amené sans dégâts, il ne s'est rien abîmé. Devant, il y avait une voiture qui ouvrait la route, qui en même temps s'occupait des lignes électriques, des lignes téléphoniques surtout et électriques, parce que ça passait pas de partout. Et donc on a soulevé les fils qu'il fallait soulever, quoi. Enfin, le camion est arrivé à bon port à la sous-préfecture. Ce camion est resté 11 jours devant la sous-préfecture. J'ai entendu le souffle du mineur de charbon me chanter ses idées. Brandir haut le poing, être fier comme il est, y croire chaque seconde. Contre la fin des mines, à chaque puits qui dort, c'est des hommes dépeuplés. Dans chaque cri, la peine et l'espoir comme un seul, au bout de la grève le monde. Et on a fait une chaîne et tout le monde a chanté le chiffon rouge pendant une bonne heure au moins. C'est chanté le chiffon rouge, le retour des CSA. On les avait encerclés. Je connais pas la chanson. Accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge, une fleur couleur de sang. Si tu veux vraiment que ça change et que ça bouge, ou lève-toi car il est temps. Compagnon de colère, compagnon de combat, toi que l'on faisait taire, toi qui ne comptais pas, tu vas pouvoir enfin le porter, le chiffon rouge de la liberté. Car le monde sera ce que tu le feras, plein d'amour, de justice et de joie.